Il existe des hommes et des femmes un peu différents des autres, capables de partir seuls sur un bateau, faire le tour du monde. Un bateau rapide, mais tellement fragile pour affronter les océans, faire l'expérience du vide, du risque, de la solitude. Et parmi ces gens, il y en a un qui est plus fort que les autres. Celui qui vient de remporter le Vendée Globe en 64 jours. Charlie Dalin, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici, bravo. On est très heureux de vous accueillir au Figaro. Comment est-ce que vous vous sentez physiquement d'abord ? Ouais, ça plutôt. Pour l'instant, voilà, j'ai pas encore repris le sport, donc je pourrais vous répondre après ma première séance de sport. Je pense que j'ai beaucoup perdu des jambes. Ah oui, les jambes. Ouais, bah oui. C'est vrai qu'on peut pas marcher. Le bateau fait seulement 18 mètres, donc je peux pas faire plus de 18 mètres dans la même direction sans faire demi-tour. Est-ce que vous avez pris des bras en revanche ? Je pense que le haut du corps revient plutôt renforcé. Ouais. Et moralement, on parle d'un Vendée Blues. Est-ce que vous avez un Vendée Blues ? Non, pas encore. J'espère que je l'aurai pas. Je pense que la victoire va beaucoup aider à pas l'avoir. C'est vrai que je l'avais eu il y a 4 ans. Ouais. Je l'avais eu il y a 4 ans parce que je rate la victoire à 2h30. Et donc voilà, j'ai beaucoup, quand tout est un peu retombé, l'euphorie de l'arrivée, j'ai commencé à ressasser, à me dire où est-ce que j'avais perdu ces 2h30 et où là j'ai eu un Vendée Blues. Est-ce que le vainqueur est le seul à échapper à ce genre de considération ? Parce qu'il n'y a pas que finalement la victoire, il y a ces semaines tout seul sur un bateau. Est-ce que ça peut... Ouais, c'est vrai que en fait. C'est vrai qu'il y a un peu ce risque de sentiment de vide, oui. Après un Vendée Globe, parce que le Vendée Globe, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a toute la préparation. Là, on a construit Massif, on l'a mis à l'eau, on a mis au point, on a fait des allers-retours sur l'Atlantique en course pour le valider. Enfin, moi, ça m'a vraiment, je pensais qu'à ça, qu'à ce Vendée Globe 2024 pendant 4 ans. Et donc là, c'est vrai que voilà, on est dans l'après, donc on va voir comment ça se passe. Mais je pense qu'effectivement, la victoire va aider à ce qu'il n'y ait pas de Vendée Blues. Est-ce que vous êtes en conscience de tout ce qui vous arrive depuis mardi dernier, où tout n'est pas clair, où ça vient petit à petit ? Non, j'ai vite réalisé quand même que je remportais le Vendée Globe. C'était vraiment une joie immense. Est-ce qu'on commence à le réaliser déjà sur le bateau ou non ? Tant qu'on n'a pas passé la ligne, rien Non, je me suis vraiment autorisé à être heureux, à laisser ce bonheur m'envahir que une fois la ligne d'arrivée franchie. Est-ce que quel sentiment majoritaire après ce succès ? Est-ce que c'est la joie, la fierté ? Il y en a d'autres ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Ouais, la joie, la fierté, la fierté aussi du travail de l'équipe. Voilà, parce que certes, je suis seul sur le bateau, mais ils sont beaucoup investis. Ils n'ont pas compté leurs heures. Ils ont travaillé tard le soir, souvent les week-ends. Quand on a fait un aller-retour à New York au printemps de l'année dernière. Ils sont tous restés pendant 1 mois loin de leur famille pour travailler sur le bateau tous les jours. Donc ouais, c'est vraiment cette fierté de l'équipe aussi. Comment ça se passe ? Il y a un pôle, un bureau où il y a tout le temps quelqu'un. C'est quoi exactement ? Parce que vous êtes sur votre bateau, je peux à peu près l'imaginer, mais après, le reste de l'équipe, ils sont où ? Le reste de l'équipe, non, c'est... oui, des fois, ils sont en chantier, mais des fois, ils sont chez eux. Voilà, en fait, il y a une partie de l'équipe qui est sur un groupe Telegram, et donc si j'ai le moindre problème technique, je sais que quelqu'un va pouvoir répondre à ma question. Qu'est-ce que représente le Vendée Globe pour un marin ? Parce que pour un joueur de foot, par exemple, c'est très simple. La Coupe du Monde, ça paraît au-dessus de tout. Il y a tellement de courses. Ouais, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est ma Coupe du Monde, c'est mes JO. Ah oui, c'est ça. En plus, c'est tous les 4 ans, comme c'est 2 grandes épreuves. Donc c'est un événement rare. C'est pas un événement qui revient tous les ans. Quand on le rate, on doit attendre 4 ans avant de pouvoir retenter sa chance. Donc c'est clairement ça. C'est ma Coupe du Monde, c'est mes JO. Alors c'est votre Coupe du Monde, vos JO, mais de manière générale pour le monde de la voile, parce qu'il y a plein de marins qui ne le font pas, des très très bons qui sont passés à autre chose. Non. Après il y a d'autres choses. Il y a la Coupe de l'Amérique, il y a beaucoup de choses en bateau, mais pour les marins en tout cas qui aiment l'exercice du solitaire et qui aiment la course au large, c'est clairement de loin la plus grande. Vous êtes allé, peut-être, gamin, ado, voir les arrivées du Vendée Globe ou pas ? La première à laquelle j'ai assisté, c'était l'arrivée de François Gabard en 2012. Ok, vous n'étiez pas si jeune ? Non. Quelle était l'ambiance quand vous avez remonté le chenal mardi au Sable d'Olonne ?
Vous les voyez les gens d'ailleurs sur le côté? Ouais, je les vois bien sûr. C'est quelque chose, c'est assez. En fait, c'est une transition sans transition. Moi, j'ai passé 2 mois sans voir même une silhouette humaine, quoi. J'ai pas vu un autre être humain pendant toute la durée de la course. Même les autres bateaux, vous les voyez? Non. En fait, j'ai vu aussi. J'ai croisé Johan Richomme, j'ai croisé d'autres bateaux, mais on voit le bateau, mais on voit pas le marin. Ouais. Et j'ai vu personne. J'ai vu aucun humain pendant ces 2 mois. Et là, de revoir toute cette foule, ouais, ça fait quelque chose. Vous l'aviez déjà rêvé, imaginé de gagner le Vendée Globe? Est-ce que même sur le bateau, quand vous dormez, vous pouvez y penser ou non? Ouais, si, forcément, plus l'arrivée s'approchait, plus mon cerveau avait tendance à se projeter sur cette arrivée, mais j'essayais de le ramener à la réalité. Reviens à l'instant présent. Il y a encore beaucoup de difficultés à surmonter. Il y avait beaucoup de trafic dans le golfe de Gascogne. Il y avait encore des choix stratégiques vraiment jusqu'au dernier moment. Donc voilà, chaque fois que mon cerveau commençait à s'évader vers les Sables d'Olonne, vers cette ligne d'arrivée, j'essayais de recentrer mon attention sur ce qui me restait encore à faire. Vous avez retrouvé votre femme, votre fils. On parlait de votre équipe, mais eux, comment ils vivent votre aventure? C'est un investissement de leur part aussi, parce que moi je suis souvent parti en préparation. J'en fais beaucoup d'entraînement au large. Je reviens fatigué, pas forcément toujours super dispo. Donc c'est un investissement familial fort. Et pendant la course, il y a des moments un peu stressants pour eux, où ils peuvent vraiment rien faire. Là, quand cette fameuse grosse tempête que je décide de rester à l'est de cette grosse tempête dans l'océan Indien, c'est un moment un peu stressant forcément pour ma femme, ce moment-là. Elle espère que ça va bien se passer. Ouais. Vous arrivez à leur parler? Vous êtes en contact avec eux quand même? Ouais, on arrive on a des moyens de communication ont beaucoup progressé, donc on arrive à s'échanger assez facilement des photos, à faire des visios. Ça c'est une question. Quand vous êtes en visio avec eux, est-ce que vous arrivez à être avec eux ou non? Si, je profite. Parce que vous êtes dans votre course. Si. J'en reviens au foot, mais il y a 90 minutes sur un match, n'importe quel autre sport d'ailleurs. Un 100 mètres, il y a 10 secondes, on n'est pas avec sa famille. Et là, c'est c'est un petit peu plus long, donc on peut se permettre de passer un petit peu de temps. J'avais pas envie de casser le lien, j'ai envie de conserver le lien malgré la course. Comment est-ce que vous avez gagné cette course? Très techniquement, à quel moment vous avez fait des choix forts? Si on parle forcément, il y a les choix techniques de la conception du bateau. D'accord. Les choix architecturaux. Ça, c'est des choix en amont. C'est des choix en amont. Il faut aussi une bonne équipe. Et après, si on parle vraiment de la course à proprement dit, je pense que ça s'est beaucoup joué, justement. On parlait de cette tempête dans l'océan Indien. Ça a été un moment décisif. Ça a été un moment important. On est seul. Donc, comment ça se passe? Vous savez que cette tempête arrive, vous allez devoir la traverser ou la contourner? En fait, il y a 2 choix à ce moment-là. Soit on part, partir au nord, comme l'a fait une bonne partie de la flotte, de la tête de flotte, pour s'éloigner du cœur de cette tempête, soit partir vers l'est. On est 2 à le faire. Il y a Sébastien Simon et moi. Et donc là, ça pouvait pas. J'avais pas le droit à l'erreur à ce moment-là. Il y avait pas de plan B, il y avait pas d'échappatoire. Il fallait que. Donc là, en fait, à ce moment-là, il y a plus d'autres concurrents. Il y a plus d'autres concurrents. C'est votre décision. C'est ma course. Et en fait, je fais la course avec cette tempête. Je fais plus la course avec le reste de la flotte. Il faut absolument que je reste. Cette dépression, elle se décale vers l'est. Moi, il faut absolument que je reste en avant de cette tempête. Et là, il faut absolument. En fait, si j'avais eu le moindre problème technique, si j'avais dû ralentir, je me serais fait happer déjà par le centre sans vent de cette dépression. C'est un peu comme un cyclone. Donc, je me serais retrouvé dans une zone sans vent. Et puis après, je me serais retrouvé dans des vents glacials qui venaient tout droit de l'Antarctique, avec des vents à 120 km/h et des vagues de 10 à 12 mètres. Et là, ça aurait été clairement dangereux. Comment se prend la décision? Elle se prend, vous avez une équipe, mais d'ailleurs, elle se prend en 2 minutes ou en 3 jours? Non, on est autonome sur on doit se débrouiller tout seul sur nos choix de météo. C'est beaucoup de temps. J'ai passé beaucoup de temps. J'ai changé d'avis plusieurs fois. Ah ouais? Ouais. Et puis à un moment, on tourne la barre, quoi. À un moment donné, il faut y aller. Et puis après, ça permet de prendre un avantage sur la flotte. Mais il y a Johan Richomme qui revient. Et donc il y a ce duel dans le reste de l'Atlantique, du Pacifique, et après dans la remontée de l'Atlantique. Et en fait, moi, je suis pas content de mon Pacifique. Voilà, je navigue pas comme je l'entends. Quand je prends une décision, j'essaie de toujours imaginer ce que Johan va faire. Donc c'est pas bien. Je navigue pas comme. Un peu de votre course. Il me rentre un peu dans la tête là, et je perds un peu mon état de flow.
et je perds un peu mon feeling. Et en fait, on passe le Cap Horn à 9 minutes d'écart, donc c'est vraiment rien. On est en visuel. Et au vous Cap savez Horn, même pas qui est devant. Ouais, je sais même pas. Et donc à un moment, je vois un bateau. Je dis si un bateau, c'est forcément Johan. Ça peut pas être quelqu'un d'autre. Et en fait, je change quelques pièces par anticipation après le Cap Horn. Je fais un peu comme on fait balle neuve au tennis. D'accord. J'en profite pour faire un reset mental. Quitte à perdre un peu de temps à ce moment-là Non, ça c'est transparent dans la progression. Et donc je fais un reset mental à ce moment-là. Et j'écris sur mon tableau dans le cockpit, navigue comme toi. Et donc je me remets à naviguer un peu comme à ma façon, entre guillemets. Et quelques jours après, je reprends l'avantage au large de Rio de Janeiro et j'arrive à le conserver jusqu'à l'arrivée. Vous avez battu le record du Vendée Globe de 10 jours. Peut-être que ce duel y a aidé. Oui. Ouais. Vous l'auriez quand même battu. Il y a peut-être pas. Peut-être pas, même peut-être pas. Je sais pas. En fait, ça nous a vraiment poussé à naviguer fort, à tirer fort sur le bateau. Forcément à augmenter la prise de risque. J'aurais pas. Si j'avais été tout seul en tête de flotte, j'aurais clairement navigué à un rythme plus doux parce que ça aurait été pour juste préserver le bateau, pour le maintenir en bon état. Mais là, il y a pas prendre de risque. Là, il y avait pas le choix. Il fallait naviguer, il fallait tirer fort sur les bateaux pour essayer de prendre l'avantage. On dit que c'est un record imbattable. Est-ce que c'est possible, ça existe un record imbattable? Si, je pense qu'il sera battu. Il sera battu un jour. Je ne sais pas quand. Peut-être que ça va durer longtemps. Ça paraît monumental. Ouais, ça paraît monumental. Mais en fait, généralement, chaque édition du Vendée Globe, le record est descendu de 5 jours. A diminué de 5 jours. Et en fait, en 2020, on a eu des conditions exceptionnellement lentes. Donc, on fait 80 jours. Donc, l'édition. Mais ça se finira par s'arrêter, ces 5 jours. Mais non. On va pas descendre de 5 jours indéfiniment. Sinon, il n'y a plus de Vendée Globe dans 30 ans. Si on arrivera avant même d'être arrivé. Ouais, c'est ça. mais non, je pense que voilà. C'est vrai que l'enchaînement météo a été particulièrement favorable. Donc, peut-être que ce record va durer quelques temps, effectivement. On se posait une question le jour à la rédaction. Vous êtes parti avec combien de quantité de nourriture pour combien de jours? 75 jours. Ouais. D'accord. 75 Donc après jours, 75 jours, si ça s'était mal passé pour X raison, vous auriez abandonné? Non, en fait, il y a toujours un peu de reste et puis je prends toujours quelques sachets lyophilisés en plus, au cas où. Mais de vrais sachets vraiment calés avec petit déjeuner, avec les encas, avec tout ça, c'est 75 jours. Une question qu'on se pose, parce que moi je me levais le matin, je regarde les résultats Vendée Globe, où on en est, j'allais sur le site, je pense à ces 40 personnes qui sont sur des bateaux au bout du monde. Est-ce qu'il peut y avoir des moments de panique ou non? Panique, non. Pas de claustrophobie, même si c'est le grand large, mais on est enfermé sur son bateau. Est-ce que ça existe, ça? Ça vous est déjà arrivé? Non, panique, non. Non, claustrophobie, non. Mais c'est vrai que on est face à une immensité énorme. On se rend pas compte en fait de la taille de l'océan Pacifique, mais quand on tourne le globe du côté du Pacifique, en fait, on voit que du bleu, on voit que de la mer. Donc c'est vraiment un océan gigantesque. C'est un désert. Oui. C'est un désert, sauf que c'est pas des dunes de sable, c'est des dunes d'eau. Voilà, tout simplement. Et c'est un désert. Il y a personne d'autre, quoi. Il y a aucun autre. J'ai croisé aucun bateau, absolument aucun bateau pendant toute cette course, à part les autres concurrents du Vendée Globe. On était vraiment seuls. À ce moment-là, on est littéralement plus proche des astronautes de la station spatiale internationale que de n'importe quel autre être humain. Est-ce que, c'est une course, vous avez pris le départ du Vendée Globe pour le gagner, mais est-ce que c'est aussi un voyage? Il y a quelque chose de mystique dans cette aventure? Ouais, ici, il y a un voyage, clairement. Il y a un voyage. Moi, j'aime bien cette notion du voyage, de traverser les saisons. C'est 9 saisons en 2 mois. Traverser, c'est aussi pouvoir voir le vol des poissons volants, le vol majestueux des albatros. Franchement, c'est quelque chose à voir un jour. Si vous avez l'occasion de voir voler un albatros, c'est juste majestueux, c'est incroyable. Certains ont une envergure qui dépasse celle de la table sur laquelle on parle en ce moment. Enfin, c'est des oiseaux vraiment incroyables. Puis de voir le Cap Horn, c'était quelque chose d'incroyable. Il y a 4 ans, j'ai passé de nuit. C'était très frustrant. C'est l'été austral là-bas, donc les nuits sont très courtes, seulement 4 ou 6 heures. Et je passe sur ces 4 ou 6 heures, pas de chance. Et donc, c'était un de mes à ce moment-là, on se permet de sortir un peu de sa course, j'imagine. Parce que quand on voit un albatros là pendant 3 minutes, allez, c'est bon, je touche plus à rien, je regarde. J'imagine. Je me permettais de les regarder quand je sortais
partais sur le pont faire une manœuvre, donc le bateau était un peu ralenti. Donc voilà, quand je l'ai regardé un petit peu, et puis voilà, le Cap Horn, j'ai eu de la chance, c'est que vraiment j'ai une chance incroyable de passer au Cap Horn dans des conditions clémentes. Voilà, juste 1 heure avant le passage du Cap Horn, il y avait encore que j'arrive au Cap Horn, il y avait encore 35-40 nœuds. Et là, j'y arrive, je peux monter sur le pont, je peux vraiment prendre le temps de l'admirer. C'était un moment assez fort de la course. Le bruit, il y a toujours du bruit. Oui, il y a beaucoup de bruit, on se rend pas compte de ça. Et, oui. En fait, on imagine, moi je suis tout seul, il y a le silence, pas du tout. Non, c'est une coque en carbone, c'est vraiment une caisse de résonance forte. Le carbone, ça transmet beaucoup les bruits, les vibrations. On est très vite à plus de 80 décibels dans le bateau, donc je mets souvent des bouchons d'oreilles pour essayer de m'isoler un peu du bruit. Justement, ces sensations, le bruit, l'humidité, le sel, c'est des sensations que vous chérissez parce que vous aimez la mer, vous êtes un marin, vous avez fait le choix de partir. Au bout d'un moment, vous détestez, vous n'en pouvez plus, ça vous gratte, ça vous... c'est vrai que voilà, la fin du Sud, on est content de retrouver la douceur et la chaleur, puis la chaleur de l'Atlantique, parce que en fait, il y a une humidité énorme dans le bateau, dans ma zone de vie. J'étais presque tout le temps à plus de 80% d'humidité. Voilà, il fait entre 5 et 12 degrés dans la zone de vie. Voilà, ça condense de partout. Il faut savoir que la coque, elle fait seulement 2 mm d'épaisseur. Donc en fait, comme l'eau est à 3-4 degrés, en fait, le fond de coque est toujours mouillé parce que il y a de la condensation. Les plexiglas de ma zone de vie, pareil, ça goûte. J'imagine. Il y a de la condensation. Voilà, des fois, je dormais, j'essayais de m'endormir. En fait, j'ai un plexiglas au-dessus de la tête et en fait, je prenais des gouttes de condensation sur le visage. Voilà, c'est pas forcément super agréable. Mes duvets étaient tous humides, gorgés de sel, donc impossible de les faire sécher. Voilà, ça fait du bien une fois qu'on passe le Cap Horn et que les températures remontent, ça fait du bien. Le sommeil, comment vous dormez ? Alors on dort en fractionné, voilà, c'est des siestes qui font de 20 minutes, une demi-heure à 1 heure, 1 heure et demie grand maximum. Donc il n'y a jamais une nuit de 3, 4, 5 heures. Non, j'ai eu un dérapage. Une fois, je dois l'avouer, je dois l'admettre. J'ai eu un dérapage de 3 heures une fois. Donc voilà, forcément, quand on se rend compte qu'on a dormi 3 heures, c'est un peu la panique. Donc je regarde sur la carte. Parce que vous mettez un réveil ou non? Ouais, normalement je mets un réveil, mais là j'ai eu 2 fois où j'ai dû oublier de le mettre. Mais non, généralement je mets un décompte, un timer. Et après aussi je mets des alarmes sur les paramètres de force de vent, de vitesse de bateau. Donc s'il y a un problème, le bateau sonne et vous vous réveillez. Mais généralement en fait tu dors toujours que sur une oreille et en fait quand souvent en fait on se réveille avant les alarmes parce que voilà on entend que quelque chose change, le bateau bouge plus de la même manière ou il penche pas du même angle et en fait souvent on se réveille avant même la fin de la sieste. Vous avez mieux géré le sommeil, j'ai lu ça, qu'il y a 4 ans, c'est vrai ? Ouais, je pense que j'ai mieux géré le sommeil. J'avais un logiciel spécial qu'on a développé avec l'équipe qui existe que sur l'ordinateur de mon bateau. C'est un logiciel en fait qui me permet d'enregistrer mes phases de sommeil. Donc je déclenche mon minuteur sur ce logiciel. Quand j'arrête, quand je me réveille, j'arrête le minuteur et je note ma qualité de sommeil. Donc 0, j'ai pas dormi, à 3, c'était une super sieste. Donc en permanence, je sais en fait combien de temps j'ai dormi sur les dernières 24 heures. Donc quand je commençais à avoir 1 heure, 2 heures de sommeil sur les dernières 24 heures, là c'est un peu attention, il faut aller dormir. Bon, vous avez terminé 2e à 2 heures du vainqueur il y a 4 ans. Est-ce que cette défaite a pu devenir une forme d'obsession ? Ça a été clairement un moteur, ouais. C'était clairement un moteur, c'est 2h30. Ça m'a vraiment, j'y ai pensé, jour et nuit. Après mon Vendée Globe 2020, voilà, pendant mon fameux Vendée Blues, dont on parlait tout à l'heure, je refaisais les manœuvres, j'essayais de chercher, et j'ai passé beaucoup de temps à aller chercher ces minutes qui m'ont manqué il y a 4 ans. Et ça a été un moteur pour moi, mais aussi pour l'équipe, d'aller encore plus loin, d'aller encore plus loin dans le raffinement du bateau, dans les recherches qu'on pouvait faire, parce que voilà, on se rendait compte que le Vendée Globe, ça pouvait se jouer à 2h30. Parce que votre premier Vendée Globe, c'était il y a 4 ans.
Ça fait combien de temps que c'est une obsession? 6, 7, 8 ans au fond? C'est un objectif en tout cas. C'est un objectif depuis 2018, donc depuis 6 ans. Alors maintenant c'est gagné, il faut en trouver d'autres, des objectifs. J'imagine que pour l'instant vous êtes à une semaine, semaine de la victoire, donc peut-être que vous... il est tout trouvé, c'est la Route du Rhum. Voilà. La Route du Rhum, vous avez sûrement entendu parler de cette course qui part de Saint-Malo, qui va en Guadeloupe. Elle a lieu tous les 4 ans aussi, donc c'est un événement aussi qui est rare. Il faut être en forme le jour de la Route du Rhum, et c'est beaucoup plus court, c'est une dizaine de jours en IMOCA, les bateaux du Vendée Globe. Et le dernier Rhum, c'était en 2022, je termine 2e à 2 heures, donc voilà, ça va être mon nouvel os à ranger. Et à plus long terme, alors il y a ces fameux bateaux, les ultimes, c'est ça? Est-ce que un jour vous irez sur ces énormes bateaux? J'aimerais bien un jour essayer, mais pour l'instant là, je continue à profiter de cette victoire, et voilà, il va falloir faire un choix effectivement. Comment on passe ce cap pour aller sur ces bateaux très rares? Il n'y en a pas beaucoup. Non, il y en a peu, et c'est encore un niveau d'engagement presque supérieur, parce que c'est des bateaux qui peuvent se retourner. C'est des bateaux où il y a encore moins de réglementation, donc les technologies sont encore plus avancées, encore plus poussées. Donc un jour j'aimerais bien essayer. Pourquoi pas passer ce cap. Merci beaucoup Charlie Dalin, encore félicitations. Combien de temps avant de remonter sur un bateau? Je pense qu'on remettra Massif à l'eau au mois de mai. Ah oui, et avant non? Avant, on va faire un chantier, je vais récupérer, je vais reprendre le sport, je vais me remettre en état avant de courir la saison 2025. Et on a reçu Henri Chaume hier dans Point de vue, une autre émission du Figaro. Il nous disait qu'il était prêt à faire un duo avec vous. Vous pourriez ou pas? Ah, mais on a moi, Johan, on se connaît très bien, et j'aimerais bien un jour qu'on refasse un projet ensemble. Je pense que quand on est ensemble, ça donne plutôt du bon. Quand vous êtes tous les deux face à face, ça donne du bon, et vous dites que vous êtes stimulés. Alors peut-être que sur un bateau à côté, ça marcherait très bien. Merci beaucoup Charlie Dalin. Encore félicitations. Bonne fin de tournée médiatique. Ça doit vous changer de votre solitude sur un bateau. Bon courage, merci beaucoup, et bonne journée à vous. Merci de nous suivre sur lefigaro.fr.